Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. À chaque fois quand c'est le jour de grève, ça tombe le mardi, le jour de Loin mais ensemble. Ils ont décidé de me pourrir la live, c'est génial. Et en général la vidéo est... Bon, j'espère que ça ira cette fois-ci et pas comme la dernière fois avec Agathe. Voilà, surtout que là j'ai des super nanas à chaque fois, donc si tout va bien, c'est super. Alors, pour vous dire quelques mots de Nadalette, comme je disais tout à l'heure dans mon intro précédente, c'est un peu un chat. Un chat parce que elle sait rebondir et surtout, elle a plusieurs vies. Et toutes ces vies sont très, très inspirantes, vous allez voir. Cette femme est incroyable. On va en savoir plus. Je vais l'inviter dans quelques instants. Elle va apparaître dans quelques instants. Elle a écrit ce livre. On va en parler. Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie et aussi pour ne pas crever. Surtout pour ne pas crever. Et vous allez voir, ce livre est une claque, mais une claque nécessaire. Ça remet les idées en place bien comme il faut et vous allez voir. Alors, vous allez voir cet être incroyable qui est Nadalette. Elle va arriver dans quelques instants. Attention. La voilà. Et voilà. Bonjour Nadalette. Oh, j'ai fait un grand bond technologique en avant ce matin. Je suis contente d'être utile sur ce coup. Comment ça va? Ça va, ça va. Oui. Alors c'est vrai que comme dit Cécile, Ouais. nous sommes la veille du 8 mars. C'est en tous les cas une date qui te Ouais. va bien. La C'est journée de une la femme. sacrée date. Le 8 mars 2020, j'étais sur la scène du Zénith avec Éclore, avec 100 femmes debout, et j'étais dans les 10 femmes qui ont pris la parole. Et c'était une bonne façon de donner une claque au confinement avant qu'il nous tombe sur le coin de la figure. C'est vrai. Ça démarrait très bien. Ça démarrait fort. Je parlais un petit peu en introduction de ton livre. On va en reparler évidemment. On va reparler aussi de ton TEDx. Hein. Tu as participé à un TEDx qui a eu plus de 2 millions de vues. Ce 2 qui est quand 400 même... 000. Ah oui, pas mal. C'est énorme. C'est carrément énorme. Immense respect. Ton livre qui est un témoignage, une transmission. Alors, il n'y a pas de recette miracle dans ton livre. Mais en tous les cas, c'est ce que je disais aussi, c'est vraiment une claque. C'est vraiment une claque, mais qui fait du bien. J'ai pleuré en lisant ton livre. J'ai souri. J'ai ri. Enfin, je pense que ça fera partie des livres que je garderai très longtemps et que je relirai souvent. Parce que ce que j'aime aussi dans ton livre, c'est que c'est immensément poétique, bien écrit. Et voilà. Je vais arrêter là parce que ça démarre fort. Non, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai écrit avec le fond du cœur et que j'ai écrit parce que j'avais besoin de poser un certain nombre de choses. Bon, il y avait eu beaucoup de changements dans ma vie, mais ça, on y revient ou on n'y revient pas, on s'en fout un petit peu. Mais toujours est-il que à un moment, j'ai eu l'impression que oui, j'avais passé à une première transformation due à la paraplégie et au fait de devenir enfin écrivaine, mais qu'il y avait encore, comme tout le monde et comme j'ai encore d'ailleurs, des travaux pratiques à finir, et notamment d'aligner ma vie sur ce que j'écrivais. Donc, à mon sens, c'est un livre qui est doublement transformationnel. D'une part, parce que c'est un manifeste. Donc, un manifeste, c'est quelque chose de par essence un peu violent. Et ça Oui. me plaît. Et par ailleurs, c'est un manifeste qui est transformationnel pour ses lecteurs et surtout ses lectrices. C'est le retour que j'ai des gens, c'est ton retour. Mais il a été aussi transformationnel pour moi parce qu'à partir du moment où tu mets sur le papier un certain nombre d'idées qui sont tes croyances et qui ne sont plus les croyances d'avant, celles qu'on t'a dictées, ou du moins je l'espère, eh ben, il faut aligner ta vie à tes paroles parce que sinon tu es juste un Mickey, quoi, ou une mini. Donc, il est temps Donc, c'est un bouquin qui est exigeant pour moi dans ma vie et qui est exigeant, je pense, avec ses lecteurs. Si tu veux bien, on va juste un petit peu retracer la genèse de ce livre et de ta vie, enfin, ce qui fait que tu es là devant moi aujourd'hui. Parce que si c'était pas... enfin, je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Si tu n'avais pas subi cet accident opératoire, tu serais peut-être pas là devant moi, tu aurais peut-être pas écrit ce livre. Tu as travaillé dans la communication et le marketing dans des grosses boîtes. Tu étais une dirigeante, une cadre, une grande cadre.
Et un jour, alors que tu avais quand même une scoliose assez incroyable, on se demande encore, effectivement, c'est ce que tu dis, comment tu tenais debout. Et comment personne Euh, ne le disait. comment? Et comment personne ne le voyait ou ne me le disait. Mais c'est ça qui est fou. Et ça, en le lisant, je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est toi, quelque part, en voulant absolument que ça ne se voit pas, du coup, les gens avaient une sorte de déni de ne pas le voir également, c'est ça? Ouais, je pense que j'ai une capacité de déni énorme qui me sert, parce que le déni, c'est de l'entêtement. Dans certains cas, c'est positif aussi, hein. C'est aussi de la force morale. Mais indéniablement, d'abord, je masquais bien parce que je portais des grandes vestes, des châles, etc. Et puis, les gens vois ce que tu donnes à voir, ou ce que tu acceptes de montrer. Donc, en effet, certaines personnes peut-être l'ont vu, mais des amis vraiment très intimes, des gens qui me voyaient toutes les semaines, par exemple dans des boards de femmes, ne se doutaient pas de l'état de délabrement dans lequel j'étais. Il n'y avait que mon chirurgien pour le dire, et il n'avait pas totalement tort. Mais moi, la veille de l'opération, je lui disais, je ne comprends même pas pourquoi vous m'opérez. Je vois pas, je vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donc, bon, voilà, quoi. Du coup, pour toi, le corps est un ami ou un ennemi? Alors maintenant, c'est un ami qui est exigeant, qui est extrêmement exigeant, mais en même temps, je ne l'ai pas écouté pendant 60 ans, donc là, il se rattrape, hein. Hmm. C'est un ami parce qu'il a des capacités de récupération et d'une intelligence absolument phénoménale, et indéniablement, même si j'ai été complètement paraplégique avec des couches culottes en train de me pisser, de me chier dessous, enfin bon, bref, la totale, bon, ben maintenant, il y a des trucs qui vont quand même mieux. Et je suis debout avec deux cannes, je marche un peu comme Laurel et Hardy, mais plutôt avec la silhouette de Stan Laurel, donc ça va. Mais hier, bon, bah, pour être cru, j'étais avec une copine en train de marcher dans Arcachon, mais rien à signaler, rien de spécial. Elle me donnait heureusement la main, j'avais qu'une canne, et je me suis étalée de tout mon long. Et je ne sais pas pourquoi, euh, mais il y a des moments où il y a des alertes. Et alors, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que je ne sais pas, hein, mais toujours est-il que quand je tombe, je ne peux pas me récupérer. Alors là, Hmm. c'est tout le monde y est allé de son petit couplet pour me donner des conseils. Bon, non, ça fait Fais-moi la paix. Hmm. Arcachon, pardon. Hmm. Mais ça m'a fait mal, donc ça va. Heureusement, oui, c'est mieux. Euh, Comment justement on réussit à réapprivoiser son corps comme ça, quand Ah, on le reconnaît plus d'une certaine manière, mais je le quand il reconnais nous plus. échappe? C'est vrai qu'il y a des moments où je ne l'apprivoise pas du tout et où j'ai les boules, enfin, c'est vraiment les boules. Quand je vois une de mes copines dire bon, bah, je vais aller chercher du pain au coin, prendre son porte-monnaie et se barrer, je l'envie. Quand je suis dans une fête et que tout le monde commence à danser, c'est un peu raide pour moi. Hmm. Hmm. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être au coin avec du pain sec et à l'eau, mais en même temps, il y a plein d'autres choses que j'ai fait et que j'ai mis en place dans ma vie que j'aurais pas pu, parce que j'aurais continué dans le même entêtement en me disant je veux maintenir absolument cette situation économique, sociale, familiale, truc machin, etc. Je veux rien montrer, j'arriverai à tout. Et je me serais rétamée d'ailleurs beaucoup plus fort, probablement, parce qu'à un moment, je serais morte. Enfin, c'était juste, ça devenait ridicule. Et c'est vrai que cet arrêt buffet n'a pas été une chose facile, mais en même temps, ça a été un arrêt forcé pour revoir tout ce que j'avais comme une idée préconçue sur le temps, la réussite, la famille, la vie personnelle, la vie professionnelle, etc., qui, quelque part, déjà en background, me semblait un peu pourri. C'est-à-dire que j'étais assez dubitative sur un certain nombre de choses, mais entre le doute et passer à l'action et tout envoyer péter et commencer une nouvelle vie, il a fallu quand même m'inciter assez fortement. Hmm. Ouais. Et c'est souvent que le corps qui est capable de ça, Ouais. qui est capable de dire stop. Il Parce y a que que le le corps. mental il peut nous faire croire n'importe quoi quelque part et peut nous amener n'importe où et nous faire tenir aussi longtemps que possible. Quand Oui, le et corps dit c'est pas stop. facile d'entendre parce qu'on n'a pas été éduqué à ça, hein. Hmm. Là maintenant, je vois mes signaux d'alerte qui ne sont pas forcément
le corps, il n'est pas forcément en train de tomber tout le temps, mais je vois quelque chose dans mon corps qui me dit, ah bah, tel truc qu'on me propose à ce moment-là de ma vie, c'est juste pas fait pour moi, c'est pas bon, je vais pas accepter. Alors qu'avant, on se dit, ouais, tu dois, il faut, il y a intérêt. Mm. Non, là, ben non, j'ai pas envie, c'est pas bon pour moi, et non merci, au revoir. Ciao. Ah, Ton livre, alors, j'ai tout fait au crayon à papier, mais en fait, j'aurais pu tout souligner. Tu sais, j'aime bien faire vivre mes livres et j'ai toujours un crayon à papier, quelque chose, et je souligne ce qui est important pour moi. Mais enfin, mais c'était insupportable ton livre d'une certaine manière, parce que je dis, mais en fait, je vais m'arrêter, parce que je ne pourrais, regarde, en permanence, et des petits accolades, et des petits, je souligne, et ça, ah, ça me parle, ça c'est. Euh, Ce que j'aime aussi dans la lecture de ton livre, c'est qu'il y a deux lectures possibles. Soit le texte, là, soit, les femmes en exergue. oui. Donc on pourrait le lire, on peut le lire deux fois, déjà, rien que comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie Ouais. texte et une partie comme des citations qui vraiment sont hyper impactantes. J'en prends une au hasard que j'ai Qu'on peut pas lire, empêchée ici. c'est à l'envers, hein, je te signale. Oui, oui, je sais, mais t'inquiète pas, c'est pour ça que je vais le lire. Nous voulons tous appartenir aux élus, invulnérables et inaltérables longtemps. Ce clan des beaux, vivants, jeunes et en bonne santé qu'on met en vitrine. C'est vrai ça. En fait, tout est vrai. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet. Quelque part, je dis, bah, ok, ça aussi c'est vrai. Ça pourrait être comme ça pendant une heure. En même temps, Euh, non, hein. mais c'est vrai que c'est ça aussi qui est délicat. Et alors, c'est autre chose que moi j'ai écrit, j'ai mis. En lisant ces pages, je me rends compte un peu agacée et blasée que ce livre n'aurait pas pu être écrit par un homme. Il n'aurait pas eu besoin de l'écrire. Alors, c'est Ça, pas, c'est une petite remarque que je me suis. Voilà, et j'y ai c'est un peu, pensé. C'est mais insupportable. avec la même sensibilité, il se serait pas foutu à poil autant, je crois. Oui, Mais peut-être. laissons-leur une chance. Mais ouais, enfin, c'est Alice, tu sais, il est venu vraiment dans une espèce de transe. Bon, c'est une commande de Trait Daniel et c'est vraiment l'éditeur qui a eu cette idée de mise en page. Donc là, chapeau les becs Mm, et la nation. mm. Et en fait, c'est un livre que tu peux prendre, ouvrir à une page, en lire un chapitre. C'est pas forcément dans l'ordre parce que tu es appelé par un truc et puis après, tu, tu vois, c'est un outil. Complètement. C'est une Comme les boîte. petits cailloux blancs. À la fin des grands chapitres, il y a les petits cailloux blancs. Et ça résume très bien tout ce qui a été dit. Ce Et qui en a même été temps, dit ça résume bien, c'est-à-dire que c'est pas un protocole. Moi, je voulais pas qu'on se retrouve avec, ouais, dans tel cas, tu es en deuil, alors tu fais ça, 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 ça. Non, j'avais vraiment envie que les gens regardent ce qui leur parlait, qui foutent en l'air le reste, parce que franchement, j'ai pas envie de les influencer, j'ai juste envie de les amener dans une réflexion. Et puis bon, si là-dedans, ils trouvent des gimmicks, des petits cailloux blancs qui leur plaisent vachement, prenez-les, sinon foutez-les en l'air. C'est comme le bouquin, si vous ne voulez pas, foutez-le en l'air. complètement. Mais par rapport à ma réflexion ce livre aurait été écrit différemment par un homme ou n'aurait pas été écrit, qu'est-ce que tu en parles justement par rapport à la réflexion, là, enfin, la page sur laquelle je viens de tomber, par rapport à rester beau, belle, forte, etc. Ils n'ont pas ce même rapport, les hommes, d'une certaine manière. Ils peuvent vieillir. Quand ils vieillissent, on ne les met pas au placard nécessairement. Euh, Pas tous, mais certains, oui, certains sont capables de dire ça parce qu'ils ils l'ont senti, des gens qui ont un handicap, des gens qui se sont fait foutre au placard. Il y en a quand même. Bon, la situation des hommes aujourd'hui, elle n'est pas complètement. Et la vieillesse, elle impacte, et le handicap, il impacte les hommes et les femmes. Probablement, ce qu'ils n'auraient pas peut-être connu, c'est qu'à un moment, ils s'en foutaient. Ils ont eu un moment de leur vie, peut-être, et où ils sont encore dans ce désir d'être des élus, et ils sont madame, comme moi, à un certain moment, mais ils n'auraient peut-être pas l'honnêteté de dire ouais, je l'ai fait, et franchement, je pense que c'est pas terrible. c'est vrai. Et ce qui a été important pour moi, c'est de me dire alors oui, il y a toutes ces nadalettes, c'est une espèce de montagne de poupées gigognes, et là-dedans, il y en a. Ouais, moi, si je les avais rencontrés, ça n'aurait pas été ma meilleure amie, ou même encore d'ailleurs, on peut me trouver trop brute de décoffrage, on peut me trouver égocentrée, on peut me trouver plein de choses.
Mais tout ça, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie des étapes de la vie qui font que je suis capable aujourd'hui d'écrire ce livre. Donc, ouais, mais je ne suis pas une sainte, hein. Franchement pas. Si tu demandes aux gens qui me connaissent bien, à mes filles, etc., ils diront, maman est chiante. Mais oui, je suis chiante Oui, aussi. mais c'est ce qui fait que tu es vivante aussi. Ouais, elle est fatigante aussi. Mais c'est alors c'est intéressant. Le choix du titre. Est-ce que tu peux nous parler du choix du titre? Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Alors en fait, au départ, c'était parti de je vais mourir, mais je ne veux pas crever. Et là, Mm. l'éditeur a fait franchement la gueule en disant tu n'as rien de plus vendeur. Et c'est sorti, donc on a discuté. Et à un moment, en effet, le mot Nos tempêtes sont à la terre de nos rêves était dans le texte et on l'a extrait. Et puis en dessous, quand on a discuté de l'intention profonde, Florence Lécuyer, qui était ma directrice de collection, m'a dit, mais c'est un manifeste, cocotte. Je dis, oh, un manifeste, c'est politique. Non, c'est un manifeste, va voir ton dico, regarde. Mm. Mm. Donc, c'est un grand plan de culture et je suis assez d'accord. C'est vraiment, c'est des choses qu'on frappe, qu'on dit, qui se disent avec les mains, qui se vivent et qu'on exprime vraiment, qu'on envoie à la vie. Ah oui. Voilà l'histoire enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ça l'histoire du titre. C'est que ça a été, on l'a discuté, puis à un moment, c'est devenu une évidence. Mm. Mais en quoi dans la vie, finalement, nos tempêtes sont à la hauteur de nos Bah, rêves? c'est ça qui donne du courage quand tu es dans la tempête, c'est de te dire, et j'en ai vécu des dernières qui n'étaient pas terribles cet été, en fait, tu es dans la tempête et tu te dis, bon, franchement, là, la vie ou Dieu ou l'instinct ou je sais pas quoi, le grand tout, vous n'êtes pas franchement sympa parce que là, vous mettez un truc qui est juste une horreur à vivre. Mm. Alors, de même qu'il y a eu la paraplégie à un moment et la perte de tout de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, de toutes ces chances que de cette autonomie que vous avez sur ce pôle. Mais je n'aurais pas écrit mes livres, je ne serais pas devenue auteur qui était l'écrivaine qui était le rêve de mes 18 ans, je n'aurais pas fait ce TEDx. Il n'y a aucune chance qu'à 62 ans, je sois sur la scène de TEDx devant 2500 personnes et qu'il y ait après 2 400 000 personnes qui regardent et qui apprécient ce que je dis. Et je n'aurais pas su envoyer ces messages. Ça, c'est le bénéfice caché de l'accident opératoire. Et quand tu passes une tempête, tu peux te dire, oui, je suis en train de pleurer, c'est atroce, je suis la femme la plus malheureuse du monde, que ça va pas, etc., etc. Et c'est la réalité, ça va pas. T'as un chagrin, t'as de la colère, et t'as une grosse galère. Mais si tu penses que quelque part, de façon pas linéaire, il y a un plan, on peut le dire divin, mais un plan ultime qui fait que de cet événement, à un moment, tu vas identifier, sans relation de cause à effet, hein, Mm. je tiens vraiment au fait que ce n'est pas linéaire, que si cet événement n'avait pas eu lieu, tu n'aurais pas eu ce bonheur, cette joie, Cette chance. Mm. cette, cette, Mm. non. Des fois. Donc c'est ça, nos tempêtes sont à l'intérieur de nos rêves, ou nos rêves, bon, bah, ils étaient hauts, et bah, les tempêtes ont été un peu violentes, mais les rêves demeurent chouettes. Mm. Demeure chouette. Mm. Faut tirer profit de tout ça. Bon, y a une question, mais je crois que tu répondras pas à cette question. Comme on a vu tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas en parler. C'est Merci. ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, le choix du titre, il y a tellement de choses à dire. Je rappelle les thèmes que tu abordes dans le livre et merci de les aborder. Comme dans... En fait, il y a eu 2 TEDx. Tu as fait 2 TEDx en Ouais. fait. On est d'accord, hein? Oui, Ok. oui. Oui, oui, que j'ai regardé les Temps, notes. le premier TEDx qui s'est ouvert à Bordeaux, ils m'ont Oui. proposé 8 jours avant d'intervenir, donc j'y suis allée un peu à l'arrache. Moi, je fais toujours les trucs à l'arrache. Et c'était marrant, c'était sympa. Ouais, c'est extra. D'ailleurs, je peux que conseiller à tout le monde là d'aller d'aller t'écouter sur les 2 TEDx. À chaque Ouais. fois, c'est... Et tous les âges confondus. C'est ça qui est Ouais, génial. et, Mm. et, et,
est certainement moins connu, mais j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour lui parce que j'y touche des sujets profonds Hum, aussi. que j'ai pas lu. Oui, oui, tout à fait. Parce que dedans aussi, tu parles de la mort, tu parles de nos morts, tu parles de nos deuils. Mm. Et que finalement, la vie est une succession, en effet, de deuils. Est une succession de choix, et qui dit choix dit perte. Pas grave, Stéphanie, du tout. Qui dit choix dit perte, et des pertes légères ou plus importantes. Et à partir du moment où on accepte les choix, et donc ces pertes, eh bien on passe à autre chose. Donc c'est ça qui est très très essentiel, me semble. Et moi, je suis une fanatique de deux auteurs. Je suis une fanatique de Joseph Campbell, donc Le Voyage du héros. Ça, je me roulerais si je pouvais par terre pour lire Campbell. Et puis dans les pensées, j'aime beaucoup la pensée. Je sais qu'on la critique beaucoup d'Elisabeth Kubler-Ross et la façon dont elle aborde le deuil. Et le deuil, c'est l'épreuve, c'est le handicap, c'est la perte de quelqu'un, c'est le chômage, c'est un chagrin d'amour, c'est une maladie, c'est un déménagement, c'est un patron qui vous fait chier. Enfin, l'épreuve, c'est pas forcément des catastrophes nucléaires. Étant donné que chacun est le maître étalon de son épreuve, et que on peut ressentir très fortement une petite épreuve qui peut être tout aussi initiatique qu'une très grosse épreuve. Donc, Elisabeth Kubler-Ross a ce processus qui est fait au départ sur le deuil, mais qu'on peut appliquer à peu près partout, qui est de dire, bah oui, il y a un coup dans la figure, et là, il y a colère, il y a chagrin, il y a ressentiment, il y a négociation. Est-ce que je pourrais pas garder un petit peu de quelque chose parce que je le connaissais bien et que j'aimerais bien ne pas tout faire. Et puis il y a ce qu'on voit qu'on gardera pas, qui va pas plus marcher de la même façon. Et tout ça, c'est un espèce de cycle assez infernal pendant un certain temps. Il faut accepter que ça dure un temps qui n'est pas donné et qui peut être court ou pas court, et qu'on repasse par les mêmes étapes, juste au moment où on arrive à une certaine acceptation, et que de cette acceptation et donc de ces choix et de ces pertes, choix qu'on fait soi-même ou choix qui vous sont imposés, hein, mais qu'on est obligé. En effet, on peut à partir de ce moment-là essayer de trouver un sens à l'épreuve et se transformer. C'est intéressant quand tu parles du deuil, des épreuves. Tu parles de Elisabeth Kubler-Ross. Tu parles aussi d'une autre autrice qu'on adore, Christiane Singer. Non, Ah ça, ouais. hein. Alors c'est marrant parce que ces deux autrices-là ont été très importantes dans l'écriture de notre livre avec Aurélie. En tous les cas, je suis beaucoup inspirée à nos sœurs, nos mères, nos filles. Je les cite toutes les deux d'ailleurs. C'est pour ça qu'en lisant ton livre, c'est incroyable. Il y a des résonances qui sont folles, avec des épreuves différentes, effectivement, des épreuves de vie. Donc, tu abordes dans ton livre les thèmes suivants: la réconciliation avec soi-même par l'écoute et la confiance en soi, la transmutation de l'épreuve en un tremplin pour vivre sa vie pleinement, la force de la vulnérabilité, le respect dans la diversité et la différence, le sexisme ordinaire, très important, l'agisme, très important, le handicap invisible. Il y a tout un chapitre sur le handicap invisible qui est incroyable. Le lien entre les générations. Oui, un autre regard sur nos origines et nos racines et le sens de notre histoire personnelle. Quand tu parles de lien entre les générations, c'est pour ça que je suis très très heureuse de t'avoir là. C'est vrai que tu as, je crois, 1 ou 2 ans de plus que ma maman. J'ai 68 ans pour dire les choses en face. D'Ivoire. Je vais avoir 68 ans. Ouais, alors elle, du coup, elle a 66, elle a 66 ans. Tu vois, donc 2 ans. Et merci pour ces transmissions, parce que ce soit moi ou des filles plus jeunes que moi, c'est essentiel, ces transmissions-là, de pouvoir discuter et de pouvoir transmettre. Et c'est assez rare, je trouve, parce que des femmes de ta génération ou au-dessus, il y en a, évidemment, il y en a, et des femmes extraordinaires, effectivement, on vient d'en citer 2, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez, je trouve. Des femmes inspirantes qui ont vécu des choses incroyables, qui ont réussi à se relever et qui ont eu plusieurs vies, qui ont eu des vies d'entrepreneuriat, qui ont eu des vies, des vraies vies inspirantes, quoi. Et autre chose que des femmes qui restent dans leur cuisine toute leur vie.
Enfin, Moi, moi, je trouve ça pas du tout inspirant, mais c'est leur choix. Mais donc, merci d'être là parce que, waouh, ça donne de l'oxygène et ça donne envie d'aller plus loin, de se battre. non, j'en connais des formidables. Il y en a une d'ailleurs, Laetitia, qui est sur ce call, là, qui vient d'arriver, et que j'embrasse. Mais c'est réciproque, si tu veux. Pour moi aussi, j'aime mais profondément être en contact avec d'autres femmes. Bon, à part mes copines plus ou moins jeunes que j'adore, avec des femmes plus jeunes, c'est un bonheur quand je partage. J'ai une jeune coach avec laquelle je fais du blanche-côte ici à Arcachon. On partage, elle m'aide à marcher, mais on partage d'autres choses, si tu veux. Il y a autre chose. Il y a une relation qui est à la fois maternelle, mais euh, plutôt de femmes sages, plus âgées, etc., et qui est délicieuse. Moi, j'adore être entourée et je suis entourée d'ailleurs de femmes plutôt plus jeunes, euh, avec lesquelles on échange, et c'est dans les deux sens que ça se passe. Mm, C'est-à-dire, c'est vrai. je peux avoir une écoute vis-à-vis d'elles, mais elles ont aussi une générosité à mon égard, et pas d'exigence. Je peux dire des conneries. Et c'est bon. Mm, c'est vrai que c'est bon. Ouais. J'ai Voilà. discuté aussi parfois avec ma cousine qui a 25 ans. Et c'est vrai que c'est un bonheur de discuter avec elle aussi parce qu'elle a un autre rapport au monde, Mmh. une autre vision de la vie, du couple, de plein de choses. Et c'est Et aussi très, c'est vrai, très du coup, inspirant. j'ai des filles de copines à moi qui ont en été maintenant, qui viennent et qui me disent, oui, oui, non, mais on passe chez toi parce qu'on a besoin de parler. Et bon, bah, ok, pas de souci. Et enfin, c'est ça la vie. C'est ce qui aurait, c'est ce qui devrait être. Ce qui devrait être, c'est qu'en effet, à mon âge, on lâche un certain nombre de trucs où en effet, bon, bah, c'est pas grave, le rock, je l'ai vachement dansé. Ça m'empêche pas de faire des conneries, ça m'empêche pas d'aller faire du longe-côte, ça m'empêche pas. Je vis pas dans la vieillesse du tout, mais il y a des trucs mais en même temps, oui, ben, je pars faire un truc avec quelqu'un de 25 ans ou avec ma cousine qui a 50 balais et on se retrouve pratiquement pendant un mois à faire des soirées pyjama tous les soirs et à pleurer de rire. À pleurer de rire. Ces deux tâches, franchement, le soir, c'est C'est génial. J'adore. Finalement, on vieillit jamais. non, en fait, vieillir dans ton corps, oui, ça, Oui, et là, j'ai pris la double peine, hein, oui. et là, tu le sens. Enfin, tu sens, le handicap a fait rentrer dans l'âge beaucoup plus tôt. Mais ça mis à part, le handicap étant invisible, la plupart des gens, ils pensent simplement que je me suis cassé la gueule et que j'ai fait une entorse au ski. Hein, Mm. avant qu'ils comprennent que c'est un chouïa plus compliqué, les mecs, Oui, et que j'ai des douleurs neuromatiques, et que je me casse la gueule, et que ceci et que cela. Euh, En permanence, les gens ne pigent pas. c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me fait penser à une de mes invitées qui s'appelle Agathe Filbé, Mmh. qui était, qui était prof de yoga, qui s'est fait renverser par une voiture alors qu'elle était à vélo. Mmh. Eux, ils lui ont pas dit d'entrée qu'elle allait plus marcher, mais que ça allait être compliqué, qu'elle aurait des douleurs, que probablement elle marcherait bancale toute sa vie. En fait, maintenant, elle a repris le sport, elle court, elle nage. Enfin, c'est quand même incroyable. Le- le- c'est quoi? C'est le pouvoir du mental, à un moment donné, qui dit, non, mais moi, c'est pas possible, là, ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire que quand on t'a dit au réveil, Vous ne vous ne remarcherez marcherez plus jamais, et, enfin, en gros, vous serez plus jamais debout, hein, c'est ça, alors que tu tiens debout, vraiment. Waouh, c'est quand même. C'est quoi? C'est le mental, c'est la pas. rage, c'est quoi qui prend le dessus dans ces cas-là? Enfin, c'est vraiment une hypothèse. Hein. Moi, quand je réfléchis à tout ça, je me dis que, en effet, dans mon enfance, quand je suis née, mon frère jumeau est mort à la naissance. Hein. On ne sait pas comment il est mort et ça m'a été révélé plus tard par les parents sans beaucoup trop de délicatesse. Donc, moi, je me suis toujours trouvée dans une situation survivante, survivante à quelqu'un qui était mort, avec une pointe de culpabilité, parce que s'il y en avait un qui était à la poubelle et l'autre qui était sur Terre, responsable. Et du coup, cette volonté de vivre à fond les manettes pour moi, mais aussi pour lui. Bon, Mm. tout le que la survie, elle a été quand même bien enclenchée parce que
les choix que j'ai faits n'étaient pas les plus futés, mais enfin, c'était ce que je pouvais faire au moment où je les ai faits. Donc, pas de regret. Mais quand on me dit à plusieurs reprises, ouais, votre vie est finie, vous ne remarcherez jamais plus, là, je dis, attendez, les copains, on m'a déjà fait le film en 1955, vous n'êtes pas en train de refaire l'épisode 2 ou la série 2. Ça marche pas, ça. Donc, non. Non, alors, non, je ne sais pas jusqu'où. Hein. Ça, je ne sais pas du tout, je ne savais pas du tout si c'était possible, pas possible, quelle allait être la part de négociation. J'aurais pu être sur un fauteuil roulant, mais quelque part, j'allais être debout. Et j'ai toujours cru. Donc, je crois que et c'est un peu ce qu'on disait au début de cette conférence, c'est l'entêtement. Alors, l'entêtement, c'est le déni d'un côté et tu vas jusqu'à la destruction totale, mais l'entêtement, c'est aussi ce qu'il dit, attends, non, c'est pas vous, médecin, qui venez de faire une grosse connerie en plus, qui allez me faire Ouais, qui pas allait me mon condamner protège, et 2 fois. c'est ça en version non expurgée. Vous gueulez, on va voir, je vais voir. Et après, bon, en effet, peut-être ah oui, très clairement, je peux pas lever mes jambes. Il y a des trucs où ils ont eu raison, que je ne peux plus faire. Je peux pas sortir seule dans la rue. CQFD, hier, même avec une copine, je me suis cassé la gueule. Donc, si j'étais seule, je me serais ramassée complètement. Et le danger est de se casser quelque chose. Donc, c'est pas neutre. Non. Mais non, oui, non. À un moment, j'y ai cru et je savais qu'il y avait impossible. Je ne savais pas le qualifier. Hmm. Ce qu'il y a de fou aussi, et c'est la claque, et t'en parles très bien dans ton livre, t'en parles dans tes TEDx, et je rappelle que les TEDx, c'est pas très compliqué, hein. Sur Google, vous tapez Nadalette Lafonta, et ça Ça apparaît direct, hein. aide. Il y a une question tout à l'heure, où est-ce qu'on trouve les TEDx? C'est pas très compliqué, on tape son nom et ça apparaît, tout simple. Nadalette, vous ne pouvez pas vous tromper aussi. Ça aide. Pardon, j'ai pas entendu. Nadalette, on peut pas se tromper, on en trouve Non, plein. non, c'est ça Ouais, qui est bien. c'est pas Contrairement à moi, Julie, on est 50 000 à s'appeler comme ça, moi, Nadalette, t'es tranquille. Ça, c'est sûr. J'adore. Qu'est-ce que je disais? Par rapport à ça, oui, tu disais, j'étais maîtresse de ma vie, j'étais puissante. Tu faisais partie de ces femmes puissantes. Et du jour au lendemain, je n'étais plus rien. Ah oui, ça fait un choc. Hein. Plus rien. Et tu dis très bien, j'étais plus mère, plus femme, plus chef d'entreprise. Enfin, c'est waouh. Féminine, plus dans les réseaux sociaux, plus dans les réseaux féminins. Mes copains, bon, ça, allez, 60% copains-copines avaient disparu. euh, pour de bonnes raisons. Il y en avait qui, avaient pas, qui ont peur du handicap, qui n'avaient pas envie de venir à Garches, qui avaient une vie trop, trop pleine, etc. Et des bonnes raisons que je revis encore aujourd'hui. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas, en effet, à mes côtés, et c'est surprenant, mais c'est comme ça. Mais oui, j'étais plus rien. Comment on se remet de ça? Même j'ai été pendant 9 mois enfermée à Garches dans une chambre pourrie. Mais quand je vous dis pourrie, c'est vraiment pourri. Même en Inde, quand j'ai travaillé en Inde, je n'ai pas été dans des conditions aussi ignobles. Ouais. À deux, avec quelqu'un de très très malade, donc c'était encore plus dur pour elle de vivre ça. Et voyant les gens qui voulaient bien venir me voir, remontant de temps en temps le week-end chez moi, mais ça a été vraiment cathartique. Hein. Hmm. Certains diraient que tu as vraiment traversé la nuit noire de l'âme. Je sais pas, justement, je me demandais ce que c'était. Est-ce que c'était ça? Ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire que la personne est dans un trou noir mais c'est là où se crée la réelle transformation. C'est assez fort. Là où j'ai beaucoup souri, c'est quand tu écris à un moment donné, page 37, les Barbies, support de toutes les constellations familiales. Je rappelle que les constellations familiales, c'est une thérapie, hein, c'est une forme de thérapie où on prend des humains d'ailleurs pour les placer, etc., pour travailler autour de la famille. C'est très, très intéressant. Et ça m'a fait sourire parce que gamine, je jouais énormément avec mes Barbies. Et finalement, à travers cette phrase toute simple, quand tu dis les Barbies, support de toutes les constellations familiales, je me suis rendu compte que j'ai commencé finalement ma propre thérapie avec les Barbies que j'avais et quelques Ken que j'avais quand même. Et que c'est pour les petites filles ou les petits garçons, j'espère qu'il y en a certains qui jouent au Barbie. Ton G.I. Joe, mais c'est peut-être moins thérapeutique. Pardon, j'ai pas entendu. Ton G.I. Joe, Ah oui, G.I. Joe. c'est moins thérapeutique. C'est moins thérapeutique.
Mais comme quelque part, les Lego, finalement, Ouais. enfin, tous nos jeux, finalement, d'enfants Et sont... surtout quand tu es enfant et que tu es seul, moi, ce qui est de mon enfance, mais c'est dans les livres, c'est dans les objets, c'est dans les jeux, c'est dans le fantasme que tu peux faire. Et les constellations familiales, c'est génial. c'est génial. Proposer à Anne Cazobon de faire une collection de Barbie. Énorme. Ah, regarde. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, je sais pas pourquoi j'ai écrit l'histoire du jury, du jury pour le MBA. T'as Mm. fait... Tu peux Je rappeler voulais l'histoire? être calife à la place du calife et je commençais à avoir marre de ne pas être payé la même chose et de travailler 15 fois plus que les autres mecs. Donc j'ai décidé que j'allais me faire payer ou payer un MBA à l'INSAD, d'ailleurs pour ne rien vous cacher. Et j'ai bossé, mais comme une damnée, parce que je me faisais chier. Il y avait des maths, je déteste les maths. Enfin, tu vois, des trucs chiants dans les maths. Il y a des trucs faciles, le truc chiant. Donc, je me suis passé 6 mois d'enfer à bosser le truc. J'ai eu tous mes TOEFL, les trucs, etc. Et là, je me suis retrouvée devant un jury de allez, on va pas être propre sur soi, hein, on va le dire, de jeunes cons. Euh, C'est bien dit, c'est bien non, résumé. euh, Ouais. qui bombaient le torse là, et qui m'ont expliqué que ben non, madame, vous n'étiez pas capable. Et là, bon, j'ai dit, mais va chier. Je vous me barre. Mais ça a conforté ce fait, cette prise de conscience qui s'est faite avec bien plus fortement après avec la maternité, que non, ce monde de patriarcal, c'est pas pour dire, mais franchement, c'est pas raisonnable cette histoire depuis des siècles. C'est pas raisonnable de toutes ces femmes artistes qui se sont fait bananer alors qu'elles avaient un talent fou. C'est pas raisonnable de regarder la musique et de s'apercevoir que toutes les compositrices sont tombées aux oubliettes. En fait, tout ça, c'est juste insensé. Ouais. C'est pas Insensé. euh, c'est pas un féminisme exacerbé et violent. C'est juste, mais attendez les mecs, ouvrez les yeux là. Oui, Pas, remettre les choses. Ouais. ouais. Mais l'église, Au milieu du village. Ouais, carrément. Carrément. C'est la juste place. dans ma génération, bon, donc entre mes 20 ans et donc cette histoire de MBA, je devais avoir 35 ans, tu vois, et jusqu'à, je pense, 45-50 ans. Mais on a fermé nos gueules sur des trucs mais qui étaient insupportables. Insupportables. Des mecs qui pensaient parce que, en effet, c'était pas difficile pour eux, puisqu'ils avaient les rênes du pouvoir, ils avaient le fric, ils avaient tout. Donc, en effet, ils pouvaient rouler des mécaniques. Mais rouler des mécaniques à ce point-là, c'est juste, c'est de la connerie en barre. Mm. T'as subi du harcèlement, toi? J'ai subi du harcèlement, alors du harcèlement sexuel, on parle. Oui, ou autre. Sexuel, il y a toujours eu des connards qui faisaient des réflexions sur mon physique, mais ma poitrine, ma bouche, le truc, etc. Et c'est jamais agréable. Moi, j'ai le souvenir d'un type qui m'avait embauché pour être son attaché de presse, qui m'avait dit j'ai besoin d'un porte-bite, ça fait toujours plaisir. Merci monsieur. Oh, ami poète, lève ton verre. Et j'avais quoi? J'avais 28 ans, donc tu vois comment ça t'aide. Et puis, en effet, oui, j'ai été virée d'une boîte parce que je voulais pas coucher avec mon directeur du marketing, en lui expliquant très calmement que je couchais avec absolument n'importe qui me plaisait, mais certainement pas avec lui. Alors, c'est vrai Tac. J'adore. Oh, le tac. Ah, que c'est bon. bon, bah, c'est pas grave, je vais te faire virer. Et en effet, il m'a fait virer. Et puis, après, il m'a plus jamais regardé en face. On se rencontrait dans des trucs publics. Il m'évitait. Il se tirait. Bon, en fait, ça a été, un jour, quelqu'un m'a dit, ça a été sa némésis. Et oui, parce qu'il a fait le truc de trop qui était vraiment pas propre. Il le faisait avec beaucoup de gens, hein. Mais avec moi, ça s'est su. J'ai rien fait. Je me suis barré. J'ai lâché l'affaire. Mais comme je l'ai pas digéré, ben, j'en ai parlé. Et après, en effet, ça lui a certainement pas porté chance. Quand même. Oui. Voilà. Mm. Mais c'est emmerdant parce que pour des filles, quelles qu'elles soient, quand il y a ce genre de truc, ça laisse une tâche indélébile dans la confiance en l'homme. Et je n'ai plus jamais après eu des relations avec des hommes au pouvoir, des patrons, mais les gens avec lesquels je travaillais qui étaient du côté masculin de la force, là,
avec une totale confiance. C'est-à-dire, j'ai toujours été sur la défensive en me disant, là, ok, ben, je vais dire oui à ça, mais je garde mes distances. Et alors, du coup, j'ai probablement loupé des belles relations, non pas sexuelles, mais amicales. Nickel. J'étais avec le bouclier et la ceinture de chasteté et l'armure en Mm. permanence pour les 20 ans qui ont suivi dans ma vie professionnelle. Mm. Ouais, c'est fort, oui. On Mm. finit par porter en permanence une. Et il te touche plus, Ouais. mais et toi, tu es vraiment, vraiment pas confiante. Ça Toujours gâche. sur la défensive, du coup. Ouais. Ouais. Dans l'instinct de protection. Mm. Pourquoi dans ton livre, il y a parfois l'utilisation du je, parfois du nous, parfois du on? C'est un choix délibéré? Non, pas du tout. Normalement, j'ai essayé de dire je quand je parlais. Alors peut-être qu'à certains moments, je suis repassée au nous parce que je pensais que si je voulais que les gens s'intègrent, il fallait que je leur parle. Le on, je ne sais pas ce qu'il vient faire là-dedans parce que normalement, le on, il a pas de droit de citer puisque ou c'est je, mais bon, il a dû venir comme ça. Mais c'est très intéressant. Je me suis dit, peut-être qu'il y a Non, une volonté de départ. non, non, pourtant je suis vraiment très attentive à ce que j'écris, à la façon dont j'écris. En effet, c'est pour moi vachement important. Et je suis exigeante avec ma façon d'écrire, mais ça, je l'ai pas. À un moment, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de jeux et que parce que j'osais pas aller jusqu'au nous en me disant mais au nom de quoi je risque d'influencer des gens. Et puis quand je l'ai relu plusieurs fois, j'ai vu là où ça me semblait aligné de le faire. J'ai une question. Nadalette, les contes de fées, c'est pour les gamines sans envergure? Ah non, ça fait du bien, moi, les contes de fées. Ça fait rêver, mais le tout, c'est de ne pas se prendre pour la princesse et de ne pas attendre le prince charmant, parce que le prince, c'est un homme comme un autre, et que je vois pas pourquoi il serait plus charmant que la princesse est vierge et martyre. Hein. Donc, mais rêver, le principe de la conte de fées, c'est-à-dire du soap opéra, de la série qu'on va regarder, qui va te faire marrer, du film Feel Good où tu vas pleurer, mais c'est vachement bien, ça, c'est parfait. Quand ça reste dans le domaine de la détente, Ouais. quand ça passe dans le domaine de la profession de foi, en disant ah il est parfait, il est blond, il sent les sables chauds, et puis on va être heureux, et nous eurent beaucoup d'enfants, et nous vivrons dans un palais avec une piscine, etc. Bon, basta, hein, basta, là, faut arrêter les conneries. Des conneries. Oui, grave, il faut gravement arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Mais Ouvrons les yeux. pour Franck, je n'avais rien demandé, même pas. Et on l'a foutu sur un piédestal parce que peut-être sa maman l'avait déjà mis sur un piédestal. Donc prenons nos responsabilités. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ouvre au hasard, qui n'est pas du hasard, ton Mhm. livre, et je tombe là, parce que je ne peux appartenir à personne d'autre qu'à moi-même, quoi qu'on m'ait donné à croire. C'est marrant que je tombe là-dessus. Mhm. Important. Ah, On très doit important. d'abord s'appartenir et s'aimer soi. Mais surtout savoir qu'en effet, on a derrière soi un certain nombre de croyances, ces choix dictés, qui nous ont servi à un moment dans la vie. Hein. Ce que j'appelle les choix dictés, c'est les choix familiaux, culturels, politiques, sociaux, qu'on a au départ de la vie parce qu'on les adopte parce que c'est plus facile, c'est plus rapide de passer par là. Et que ces choix dictés bon, bah, nous servent à un moment, mais il ne faut pas les prendre pour une parole d'évangile qui vont vous driver toute une vie. Ils sont nécessaires à un moment, jusqu'au moment où parce qu'on va comprendre des choses en vivant dans cet environnement, puis jusqu'au moment où on va en effet arrêter les croyances et faire péter le truc. J'ai une question par rapport à tes TEDx. Tu as fait deux TEDx, dont un de 20 minutes à peu près, l'autre 15 minutes environ. Tu apprends tout par cœur? Ah, c'est la vraie merde, tu vois, ce truc-là. Euh, bah, les TEDx, c'est obligé d'apprendre par cœur. D'accord. Le premier, je m'étais foutu suffisamment en transe pour pouvoir le faire sans rien. Le deuxième, pour être tout à fait honnête, j'étais épuisée, puis j'avais eu 8 jours pour le préparer. Et je me suis dit, je ne jamais y arriver. La veille, j'étais annonnée, c'était atroce.
Et j'ai dit, je veux un prompteur. Et tu sais, pour les TEDx, c'est interdit, un prompteur. Et j'ai eu un prompteur. Bon, c'était le retour du confinement, il n'y avait pas et personne dans la salle. C'était, tu vois, ça chauffait pas. Hein. Ouais. Et là, euh, j'en discutais. Là, je fais beaucoup de conférences et j'essaie de faire évoluer mes conférences. Et en fait, moi, j'écris mes conférences. C'est l'écrit qui est mon. Je passe par le mot écrit. Je peux pas passer. Je peux raconter là comme ça, mais dans une interview, etc. Mais je vais pas me retrouver sur une salle et faire un one woman show comme ça, ou sans avoir mémorisé quelque chose, ou sinon je construis mon discours. Et objectivement, moi, j'ai des papiers avec moi parce que c'est plus facile. Ouais, enfin bon, chapeau quand même, hein. Je veux dire, attends, je prends mon ordinateur pour les questions face à face. Chapeau. Franchement, je me dis, mais putain, si c'est tout par cœur, franchement. En fait, quand tu Mais redescends, même avec des notes, je veux dire, c'est balèze ce que tu as fait, c'est énorme. C'est... là, ces deux-là, c'était sans notes. Maintenant, Éclore, c'était sans notes. Maintenant, la plupart, quand je vais chez des annonceurs ou dans des assos, là, j'ai fait une conf à la Nouvelle Féminité à côté d'Arcachon. J'ai mes notes à côté. En fait, je sais ce que je veux dire, mais au moins, je me fais une angoisse. Je vois tout à fait. Alors, place maintenant au face-à-face. Réponse au tac au tac. D'accord? Si vraiment ça te gêne, tu dis je passe. D'accord. Ok. Nadalette, est-ce que tu aimerais t'avoir comme amie? Ah oui, pour une raison, c'est que moi, je suis hyper fidèle en amitié et que je pense vraiment enfin, j'ai peu d'amis, mais mes amis, c'est des gens extrêmement importants pour moi. Est-ce que tu aurais aimé naître homme? Pas du tout. Ah Vraiment. oui. Pourquoi? D'abord parce que je sais pas très bien ce que j'aurais fait de tout ce qu'il y a entre les jambes. Ouais, vraiment, et puis, non, c'est pas des vies, c'est pas des positionnements, c'est pas des modes de pensée qui me séduisent particulièrement. J'aime beaucoup les hommes, bon, j'en ai eu que pas mal dans ma vie, mais vraiment, même quand ils réussissaient très bien, qu'ils avaient des postes formidables dans l'entreprise que j'arrivais pas à atteindre, franchement, leur vie de petit roquet au service de grands roquets, ça m'a jamais tellement tenté. J'adore. Je t'adore. Euh, la dernière fois que tu as dit je t'aime. Ah, c'est Alba. Alba, elle a 3 mois. Et en fait, mes petits-enfants, ça c'est quelque chose d'extrêmement récent. Mais puisqu'ils sont tous tout petits, ils ont 2 ans, 1 an et demi et 6 mois. Et c'est magique. C'est magique. Tu vois, ces petits, tu t'aperçois que c'est ta fille qui a fait ça quand même. Ouais. Euh, Là, c'est de l'amour en barre. Et je ne peux que leur dire je t'aime, chef. Et moi, Ouais. je ne peux pas dire autre chose. Ouais. Alban, Alba. Très joli prénom d'ailleurs, Alba, effectivement. C'est ce que dit Isabelle et je confirme. C'est très très bon. Euh, alors, on a parlé de la mort. Allons-y gaiement. Quel épitaphe voudrais-tu avoir écrit sur ta tombe? à aimer. À aimer? Hum. À qui aimerais-tu dire pardon? Hum. Je crois que j'aimerais dire pardon éventuellement, mais ça, je suis totalement incapable. Donc, vous voyez que je suis loin d'être parfaite. De temps en temps, mes parents, parce qu'ils ont été, je les ai jugés comme étant assez nuls. Et dans la réalité, ils n'ont pas été exceptionnels. Mais en même temps, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et le pardon, c'est juste accepter la réalité sans jugement. Et là, bon, il y a encore du travail. Je vais me faire quelques constellations familiales. Reprends tes Barbies. Ouais. Tu pourras piquer les Barbies d'Alba quand tu seras plus content. Euh, ton cri de guerre. Ton Putain, cri de guerre, ce serait quoi? putain. Putain! Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, c'est vrai que je jure pas mal. Et que quand je suis vraiment en colère, je dis, mais putain de bordel! Ça fait du bien, hein? Oh, Ouais, je suis d'accord. Un dîner idéal, qui inviterais-tu? un dîner idéal.
C'est probablement un dîner de femmes. Hmm. Et qui j'aurais? J'aurais Laetitia, certainement. Je t'aurais peut-être, toi. Et puis, j'aurais deux, trois amis. On ne serait pas plus de 6, 8. Euh, Et c'est quelque chose d'intime. Et c'est dans un joli cadre et avec des lumières qui soient jolies. Je valide complètement. Avec un cheesecake aussi pour le dessert. Comment? Avec un cheesecake pour le dessert. Ah oui, je suis d'accord. J'adore ça. Nickel. Avec un coulis de framboise? Ouais. Oui, on valide. Crois-tu à la vie après la mort? Alors, je crois à la présence après la mort. Je ne sais pas si c'est la vie ou quoi que ce soit, mais ma tante qui était comme ma mère, qui est morte il y a un an, je lui parle. Bon, je ne sais pas si elle m'entend ou pas, mais je pense qu'il y a un lien. Et puis, euh, je pense que les gens qu'on a aimés, en fait, que l'amour est quelque chose qui est au-dessus. Et que les gens avec lesquels on a eu une vraie relation, même que de quelque façon que ce soit bien ou pas bien fini, on s'en fout, mais il reste cette force entre nous de ce qui a été bon dans cette vie-là et qui fait que y a des présences. Pour autant, je ne suis pas, quand on me dit oui, dans ta maison, sans ceci ou cela, je dis écoutez, bon, circuler, il n'y a rien à voir. Mais oui, je crois en quelque chose après la mort, j'espère. On verra. On verra. Quel est ton livre préféré? Quel est mon livre préféré? C'est un livre de Louis Sansa. Et alors, bien entendu, je n'ai pas le titre là. C'est des conversations avec Louis Sansa. C'est aux éditions Très Daniel. C'est un livre de Robert Emery. Oui, Je peux pas du je tout. l'ai. Ouais. Je l'ai là, dans mon bazar. C'est C'est la voix du sentir. oui, la loi du sentir. C'est merveille. Je l'adore, je l'ai découvert. J'aime Ouais. beaucoup Bourbeau aussi. Et j'ai découvert là un bouquin qui est exceptionnel, un bouquin de Joseph Kessel, qui s'appelle Les Mains du miracle. C'est en folio, ça. Vous n'allez pas investir lourdement là-dessus. Et Oui, c'est l'histoire d'un kinésithérapeute norvégien pendant la guerre qui a en fait sauvé des millions de personnes. Et je ne sais pas comment personne ne connaît cette histoire. Mais ce truc est vachement bien écrit. Et mais tu le lâches, c'est exceptionnel. exceptionnel. Tu le connais? Oui, Ah, putain. exceptionnel. Et là, tu Ouais, vois? ouais. Ah, on a beaucoup de livres en commun, c'est génial. Alors, quel est le livre que tu n'as pas écrit encore et que tu aimerais écrire? Alors, j'ai un livre que je voudrais écrire, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre. C'est l'histoire de ma famille entre le XVIIe siècle, oui, XVIIe siècle et le XIXe, qui se passe entre Bazas, Bordeaux, Haïti-Saint-Domingue, la Nouvelle-Orléans et Cuba. J'ai toute la généalogie, mais si tu veux, pendant des années, il y a des choses sur lesquelles j'ai fait l'impasse, et notamment c'est l'histoire. Et malgré que j'ai acheté et investi lourdement dans un Becherel, à part 1515 Marignan, je ma culture. Donc il y a du boulot si je le fais. D'accord. Ce serait quoi le titre de ce livre? Comme ça, spontanément. L'affiliation L'affiliation. Hmm. de mère en fille. Ah oui, très beau livre, j'imagine. Quelle est la dernière fois où tu as pleuré? La dernière fois où j'ai pleuré, ben, avant-hier, en quittant ma maison de La Rochelle, mais c'est normal, c'est bien. Hmm. Je pense que il faut apprendre à pleurer pour évacuer, pour pas engrammer les trucs mauvais. Hmm. Moi, mon modus operandi de survie, ça a toujours été en période de crise, rien ne se voit. C'est-à-dire, je prends un coup dans la gueule, je suis lisse, il n'y a rien qui se passe. Ah, et je Tout va bien. et je fais des trucs, et j'organise, et je fais à bouffer, et je bouge des trucs, etc. Sauf qu'après, tu te le reprends dans la gueule. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, c'est de ne plus rester cette nana qui gère les crises, autre personne n'a vu quoi que ce soit, il n'y a pas un cil, il n'y a pas un cheveu qui bouge. Maintenant, je m'effondre bien, et je pleure quand j'en ai besoin, et je gueule quand j'en ai besoin,
et voilà. C'est plus sain pour le corps et l'esprit. Ah, c'est vachement plus ça. Tu confirmes. J'ai vu, et ce sera la dernière question, que tu es très active auprès des réseaux féminins, auprès d'ONG, tu es allée en Inde, effectivement, tu l'as redit tout à l'heure. Que fais-tu encore sur ce plan-là actuellement? Bah, actuellement, je découvre tout ce qui est réseau au niveau local. C'est-à-dire que comme je vis à Arcachon, si tu veux, c'est un autre monde que Paris. Il y a des réseaux féminins ou autres avec une autre population, d'autres besoins, d'autres façons de s'exprimer. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est intéressant de participer. Et j'y vais en position basse parce que je n'ai pas du tout envie d'être celle qui arrive du haut de ses 68 ans, parisienne, ayant fait un TEDx avec. Tu vois, c'est pas ça qui est intéressant là. Donc le quotidien, là, oui. Et puis dans les réseaux, j'allais dire au niveau ONG, etc., je suis toujours très proche de l'équipe d'Éclore, qui sont des gens que j'aime beaucoup. Et donc, je gravite sans vouloir prendre de position active, parce que je pense que c'est plus mon rôle. Mon rôle, c'est d'être un recours, d'être là pour discuter, d'être ouverte. Il me siffle, j'arrive, voilà, c'est bien, comme ça. Il y a une question qui vient pour toi là. Est-ce que Nadalette s'est tournée vers les thérapies dites parallèles ou médecine au sens large, énergétique, etc. Oui, 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 Tu fais oui, tout ça? à fait. En fait, on a Laurence Ries sur ce call qui la connaît bien. J'ai été en formation de groupe et en thérapie individuelle, mais en formation de groupe pendant 3 ans après mon opération avec Catherine Henry-Plessier, qui est une femme médecin qui fait à la fois des séminaires de découverte de soi, de lever des non-dits et de trouver son histoire de vie. Et puis après ces séminaires plus courts, conférences que je ne saurais trop vous, vous recommander, elle avait proposé un parcours de 3 ans en groupe que j'ai suivi tant bien que mal. Alors avec une approche très large, on faisait aussi bien du reverse que de travailler sur les égrégores, sur la théorie, sur papa-maman, bien entendu, parce que le sujet est éternel. Parce que, on peut y Il y a aller du tout. boulot. Ouais. Oui, de même que j'ai fait des constellations chamaniques et que je travaille avec des thérapeutes dont certains sont donc plutôt énergétiques. Mais je ne suis pas une staccanoviste des thérapies. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de copines qui vont aller tous les 8 jours découvrir le thérapeute miracle et le sens du divan va changer parce qu'il y a un nouveau gourou, un nouveau truc, un nouveau machin. Moi, j'y vais mollo. Hmm. Euh, je laisse les choses se déposer, j'essaie de sentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais de ne pas rester dépendante de tout ça. Alors, il se trouve que quand même, pendant après mon opération, avant, j'avais fait mon master en PNL, j'avais, dans le cadre professionnel, une formation avec Gilligan à l'hypnose de 10 jours, tout ça que je n'exerçais absolument pas, du coaching d'équipe. J'ai été certifié coach en équipe et en individuel. Mais tout ça est revenu après mon opération et c'est tout ça que j'ai réinvesti d'une autre façon dans ce que j'écris, dans ce que je dis. Hmm. Comme quoi, tout ce qu'on apprend dans la vie nous sert un jour. Oui, d'une façon ou d'une autre. Ouais. J'ai toujours dit que je voulais pas être. Je suis pas coach. Ce n'est jamais vain. Je rappelle ton ouvrage formidable à s'offrir et sincèrement à offrir à toutes les femmes, et même les hommes de votre entourage. Donc Nadalette Lafonta, nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Et Manifeste pour ne pas passer à côté de notre fille. Pardon? et si je puis demander une faveur, ceux ou celles qui le liront et qui l'apprécieront, si vous pouviez mettre des avis de lectrices ou des lecteurs sur les réseaux sociaux, honnêtement, ce serait vachement sympa. Ouais, ça aide. Ça aide. Ce serait bien. Plutôt que de nous écrire à nous, c'est gentil, Ouais. mais allez-y, ouais, c'est Tu dis super quoi? cool. Mettez-le Ouais. sur la Fnac si vous ne voulez pas le dire, mettez-le sur des trucs de libraire, mais franchement, un bouquin, c'est compliqué à promouvoir. À faire vivre, ouais. C'est À vrai. faire. C'est vrai. Ce livre est une claque. Je dirais même que c'est un livre philosophique et nécessaire. Donc, allez-y, foncez, regardez aussi les TEDx, aussi les 2 TEDx de Nadalette. C'est très facile à trouver sur Internet. Merci Nadalette pour ce Mais moment.
Merci pour ton franc-parler. Vraiment, j'adore. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Merci pour ta transmission, tout ce que tu nous apportes. Merci. À Et très bientôt. dans la vraie vie? Comment? Et à très vite dans la vraie vie. À très vite dans la vraie vie, avec grand plaisir. Je t'embrasse fort. Ciao. Merci tout le monde. Bisous, bonne journée. Bye.